J'ai longtemps vagabondé, en automne, hiver, été, à visiter tes paysages, à tenter ma destinée. Si l'espoir bat de l'aile, viens me voir me retrouver, ma colombe, mon hirondelle, respirer l'éternité. Cette grande allée, nommée Grande Allée d'Honneur, est plantée de platanes de chaque côté sur presque 1 kilomètre. Le château de Chenonceau est situé dans la commune de Chenonceau, en Indre-et-Loire, à 14 km au sud d'Amboise. Chenonceau enjambe le Cher dans un cadre naturel. Il est classé dans les châteaux célèbres de la vallée royale de la Loire. Il est installé sur les piles d'un pont qui était auparavant un moulin fortifié, puis un château fort. La tour des Marques est un des éléments rescapés du fort qui semblait à l'époque du donjon. La base du château actuel fut bâtie par Thomas Boyer. Ancré dans le lit du Cher, sur des arches aériennes, Chenonceau est l'image même du raffinement. Son architecture harmonieuse est l'expression d'une beauté universelle. Ses jardins sont remarquables. Un château où les reines de la Renaissance ont choisi de vivre leur joie et parfois aussi de cacher leurs peines. Chenonceau se dresse fier de tout l'héritage qu'il véhicule. Le Cher est une rivière du centre de la France, est un affluent gauche de la Loire. 367 km de longueur, le Cher prend sa source à Marinchal, dans le Cantal, et se jette dans la Loire, à Villandry, dans le département d'Indre-et-Loire.
le Cher. Le long de ses rives, la nature est sauvage. Il y a 5 siècles, des femmes vont pourtant bâtir ici un château sur l'eau. Son nom vous est peut-être familier, et c'est quand on le voit, quand il apparaît, qu'on l'identifie. Chenonceau, le palais élevé sur une rivière. Chef-d'œuvre de la Renaissance française, ils sont une centaine à le faire vivre aujourd'hui. La destinée du château des Dames. Chef-d'œuvre architectural, propriété de la couronne, puis résidence royale, le château de Chenonceau est un site exceptionnel de par sa conception originale, mais aussi par sa destinée. Aimé, administré et protégé par des femmes telles d'Anne de Poitiers et Catherine de Médicis. Le premier château édifié à Chenonceau remonte au XIIIe siècle, ainsi qu'un moulin fortifié datant de 1250, date à laquelle il est aux mains de la famille Marc. Le pont n'existe pas encore, il sera construit bien plus tard. Thomas Bohier est un homme d'État influent, est un financier habile, il est secrétaire général du roi François Ier. Thomas Bohier épouse Catherine Brissonnet. Thomas Bohier était receveur des finances, puis intendant général des finances de Charles VII, de Louis XII, puis François Ier. Thomas Bohier et sa femme vont entreprendre de nombreux travaux, amorçant la transformation du domaine. Le corps du logis carré qui constitue le château origine fut construit entre 1513 et 1521 par Thomas Bohier. Lui-même étant occupé par la guerre, c'est surtout sa femme Catherine Brissonnet qui dirigea les travaux. Thomas Bohier meurt en 1524 en Italie, sa veuve 2 ans après, en 1526. À la mort de Thomas Bohier, un audit des finances mit en évidence des malversations, ce qui permit à François Ier d'imposer une forte amende aux descendants de Bohier et de récupérer le domaine et le château. S'il vous plaît, non mais... François Ier meurt le 31 mars 1547. Son fils, Henri II, offre Chenonceau à sa favorite, Diane de Poitiers, duchesse de Valentinois et jeune veuve du vieux maréchal de Brézé. Henri II est le deuxième fils de François Ier et de Claude de France. Diane de Poitiers fait aménager sur la rive droite du Cher le jardin qui porte son nom. En 1551, cet espace de 2 hectares est protégé des inondations par une levée de terre. Le terrain est entouré de fossés renforcés par des murs en pierre, eux-mêmes soutenus par des contreforts. On savait, à cette époque, déjà se protéger des éventuelles inondations. Diane de Poitiers confia par ailleurs à son architecte Philibert Delorme le soin de construire un pont reliant le château à la rive gauche de la rivière afin d'y implanter de nouveaux jardins. Henri II est marié avec Catherine de Médicis. À la disparition d'Henri II, mortellement blessé lors d'un tournoi en 1559, Catherine de Médicis, devenue régente, contraignit Diane de Poitiers, sa rivale dans le cœur du roi Henri II, à restituer Chenonceau à la couronne. Maintenant que le roi, mon mari, Henri II est mort, dehors ma grande, le château revient à la couronne. En tant que reine-mère, après les accessions successives au trône de ses fils, François II, Charles IX, Henri III, Catherine de Médicis fit édifier sur le pont de Diane la splendide galerie, achevant ainsi de donner à Chenonceau le style que l'on admire aujourd'hui. L'histoire de Chenonceau est marquée par les femmes qui en furent les propriétaires et les bâtisseuses. Parmi elles, Louise de Lorraine, épouse d'Henri III, dont la chambre porte le nom de son mari, assassiné en 1589. Une pièce est dédiée aux filles et belles-filles de Catherine de Médicis, la chambre des 5 reines. Marie Suard, Marie de Médicis, Louise de Lorraine, Élisabeth d'Autriche et Élisabeth de France. Au lendemain des fastes royaux de la Renaissance, Chenonceau retourna dans le domaine privé au fil de successions multiples et de mutations diverses.
Claude Dupin, fermier général, acheta le château en 1733 au duc de Bourbon. Sa seconde femme, Louise Dupin, y tint salon et reçut notamment Voltaire, Fontanelle, Marivaux, Montesquieu, Buffon et Rousseau, s'il vous plaît. Propriété de la famille Meunier depuis près d'un siècle, il est géré comme une véritable entreprise sans la moindre subvention. Depuis 20 ans, Laure Meunier, conservatrice et propriétaire du château avec son mari. Henri Meunier, qui a fait fortune dans le chocolat, l'achète en 1913. Oui, c'est ça qu'on... Tu la prends, c'est bon, c'est qu'on voulait.
Le jardin de Diane de Poitiers à Catherine de Médicis. Quand Diane de Poitiers arrive à Chenonceau en 1547, elle ne découvre sur place qu'un simple potager. Or, ces lieux ne conviennent pas à la favorite du roi, qui veut pouvoir recevoir sa cour et ses proches dans un faste et un raffinement qui convient bien plus à une dame de son rang. Bordé par des terrasses et des murs, le jardin de Chenonceau, pensé par Diane de Poitiers, semble suspendu au-dessus des eaux du Cher. Quand Catherine de Médicis accède au pouvoir à la mort de son époux le roi, elle s'empresse d'évincer sa rivale et s'empare de Chenonceau. Décidée à laisser sa marque dans le domaine, Catherine de Médicis agrandit, embellit le château, mais porte aussi ses attentions sur les jardins. Si l'espace créé par Diane de Poitiers est modifié, Catherine de Médicis crée aussi son propre jardin à Chenonceau. Catherine de Médicis est née en 1519. Elle décède à l'âge de 69 ans en 1589. Mariée à l'âge de 14 ans au roi de France Henri II, reine de France de 1549 à 1589. Elle met au monde 10 enfants. 7 survivront. Elle gouverne la France en tant que reine-mère et régente de 1560 à 1563.
Nous continuons notre visite extérieure du domaine. Nous arrivons à la ferme qui date du XVIe siècle. La ferme comprend les écuries de Catherine de Médicis, la galerie des attelages. La ferme expose une collection de voitures hippomobiles du XVIIIe siècle jusqu'au XIXe siècle. Pendant tout le XVIIIe siècle, l'agriculture ne fait pas de grands progrès car les outils restent les mêmes, mais nous avons là une suite de l'exposition de cette même époque et l'on découvre des charrettes agricoles de toute beauté, une très belle découverte. Une petite charrette, une charrette pour transporter du bois, différents outils. Là, une herse. Un tombereau basculant. Généralement, ces charrettes étaient peintes en bleu. On appelait ça le bleu charrette. Une grande charrette. Un pressoir selon les régions, ici pour presser du raisin, mais dans d'autres régions comme la Normandie, on pressait des pommes pour faire du cidre par exemple. Un chariot pour transporter du fût de vin. Nous continuons toujours notre visite extérieure du domaine et nous arrivons maintenant au potager, ce merveilleux potager. Dans un cas d'élégance et de subtil parfum envoûtant, aux couleurs éclatantes, avec un raffinement infini, tout n'est que volupté et harmonie. Ce potager est un lieu de promenade à la richesse où la nature frémit et murmure au renouveau, musique divine où l'on devine le parfait accord. Le bonheur vient, vous tend les mains, le bonheur passe, suit sa trace. Un peu partout autour de nous, avec les caresses chaudes du soleil, les plantes prennent vie. Un plaisir pour les yeux, le bonheur est là. Des parcelles éblouissantes, élégantes de beauté, le frisson est au rendez-vous, le spectacle est fascinant.
Les jardiniers de Chenonceau sont des créateurs de rêves, de nostalgie, de désirs où l'art floral traduit une vision d'une réalité toujours magnifique. Un ensemble enjôleur qui émerveille pour celui qui sait en savourer les moments inoubliables, véritable bombardement de bonheur à coups de je t'aime. Évoluer dans ce silence permet de savourer la magie du spectacle offert, vivre l'émotion d'instants privilégiés dans cet écrin royal. Ce jardin est un monument vivant où l'on y cultive de la douceur, beaucoup de panache et quelques notes d'insouciance, une cueillette gourmande que l'on peut s'offrir. Ce merveilleux potager est une délicieuse découverte. Nous sommes dans l'émotion. Il y a des génies de l'architectural végétal. Les jardiniers de Chenonceau ont transformé ce potager en un jardin d'Éden. Prise de vue, écriture des textes, narration, mixage et la réalisation, Pierrot.